Bonsoir, on l'a appelé la fusée texane pour ses performances, on l'a appelé cash machine pour l'argent qu'il a gagné ou fait gagner, on l'a appelé aussi le boss ou le parrain pour l'emprise qu'il a eue sur le Tour de France pendant près d'une dizaine d'années et on l'appelle maintenant le tricheur pour s'être dopé et avoir menti. Lance Armstrong, 7 fois vainqueur du Tour de France, quelle était sa vérité, la vérité sur son système de dopage? C'est ce qu'on va essayer de vous faire découvrir ce soir dans un document exceptionnel. Armstrong, la vérité, c'est le thème de ce 218e numéro de Complément d'enquête. Lance Armstrong a donc avoué s'être dopé, mais il n'a pas tout dit, loin de là, sur les complicités ou les appuis dont il a pu bénéficier. Le document que vous allez voir va vous surprendre. C'est un film signé Romain Verlet, Philippe Maire, Olivier Broutin, sur ce qui est sans doute la plus grande arnaque sportive de tous les temps. On va vous montrer la machine Armstrong de l'intérieur, sa machine à doper, l'omerta qu'il a fait régner sur le Tour, avec pour la première fois le témoignage de Taylor Hamilton. C'est l'un de ses principaux coéquipiers, c'est la première fois qu'il parle à la télévision française. C'est l'homme qui s'est mis à table devant les inspecteurs de l'agence américaine de lutte contre le dopage. Et ce qu'il dit est incroyable. Ce document de complément d'enquête, on va le regarder avec Christian Prudhomme, c'est l'actuel directeur du Tour, vous le savez bien. On lui demandera pourquoi personne n'a rien vu, rien dit pendant toutes ces années et surtout comment on peut redonner confiance au public alors que le Tour va vivre cette année sa 100e édition. Christian Prudhomme, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ici sur ce plateau. Je sais que vous aviez une journée chargée, vous deviez partir à Leeds en Angleterre, vous l'avez annulé pour venir là parce que, je ne dirais pas que l'heure est grave, mais en tout cas, ça méritait le détour. Parce que, on va voir ce document dans un instant, je disais c'est un film qui va surprendre un petit peu tout le monde, il est accablant. Un mot avant de démarrer ce film et de le regarder ensemble, sur Armstrong. Quand vous voyez son visage, vous vous dites quoi? C'est un tricheur, c'est un menteur, c'est une honte pour le cyclisme ou c'est, comme le disent certains encore, un grand champion malgré tout? Je me dis que ça aurait été formidable que ce soit un personnage de fiction, mais qu'hélas, il était bien réel. C'est un être hors norme, avec une volonté invraisemblable. C'est un être qui est non pas en revanche permanente comme beaucoup d'entre nous, mais en vengeance permanente. Contre quoi? Contre la sa maladie, sa vie, son cancer, etc. Lorsqu'il a gagné le Tour en 99, j'étais journaliste à l'époque, je n'étais pas sur le Tour d'ailleurs, donc j'avais simplement suivi ça par médias interposés, et un journaliste lui a dit Armstrong, après Neil Armstrong, après Louis Armstrong, Lance Armstrong, et sa réponse a été Armstrong, ce nom ne dit rien pour moi, ah si, c'est le nom de mon beau-père qui me battait. Bon. Et ça le résume. Alors on va regarder ça, on regarde ce document, je disais c'est un film de Romain Verlet, de Philippe Maire, de Bertrand de Chaumet et d'Olivier Broutin. Et bien sûr, si vous voulez commenter pendant le film, sur Facebook ou Twitter, eh bien le mot-clé c'est d'enquête et on se retrouve sitôt après. Austin, Texas, la patrie de Lance Armstrong. Ce soir, les Américains s'apprêtent à enterrer un héros, l'homme qui les a mis au vélo, celui qui leur a raconté une belle histoire, l'histoire d'un rêve américain. Vous êtes supporter de Lance Armstrong? C'est un cycliste accompli. Pour beaucoup de gens, c'est un héros. Je reste fier de lui. Parce que c'est un grand professionnel. Austin, Texas, dernier acte de la saga Armstrong. Quand l'Amérique faisait main basse sur le Tour de France, se donnait corps et âme à son héros, lui dédiait ses rues, le soutenait dans sa fondation. Aujourd'hui, fini la belle histoire, les victoires, le cancer, la résurrection. Le héros est devenu le dopé, son visage, celui d'un tricheur. Le drame va se dérouler en direct devant 28 millions de téléspectateurs. Ces derniers fans se sont rassemblés dans ce magasin de vélos. Ils savent déjà ce qu'ils vont entendre.
Les aveux, enfin, de celui qui a nié tout au long de sa carrière et qu'ils ont cru pendant des années. Une fois encore, tout est minutieusement organisé. L'enfant du pays a choisi le jour, l'heure et presque l'enchaînement des questions. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, cortisone, or human growth hormone? Yes. Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Pendant 2h30, Lance Armstrong avoue, mais n'explique rien. Ni le système, ni les complicités éventuelles, ni les protections. Des aveux à minima, froids, presque cyniques, devant un public désabusé. Attendez, il faisait du vélo. Ne soyez pas naïf. C'est un tricheur. Il a fait plonger avec lui des tas de gens et le sport tout entier. C'est méprisable. Armstrong le tricheur, Armstrong le menteur. L'Amérique n'a pas fini de lui demander des comptes. Sans dopage, Lance Armstrong n'aurait jamais gagné 7 Tours de France. Il n'en aurait peut-être même pas gagné un seul. J'ai toujours décrit le dopage comme le cancer du cyclisme. Et Lance Armstrong est celui qui incarne le mieux ce cancer. Ce qu'il représente et ce qu'il a représenté, c'est une horreur. C'est le sommet de l'hypocrisie, de la tricherie et du vol. Je peux comprendre qu'on couvre aujourd'hui Lance Armstrong d'une certaine opprobre. Reste que c'était un grand athlète. C'est ma conviction. Après des années de travail, d'audition, l'agence américaine antidopage a fini par comprendre comment l'Américain a élaboré le système de dopage le plus sophistiqué de l'histoire du sport. Il y avait l'ambiance autour de Lance Armstrong, tout le monde le disait, il y avait des doutes, c'était pas possible, il y avait quelque chose, mais on n'arrivait pas à le prendre. Pendant 7 ans, il remporte le Tour de France, il passe 500 contrôles, tous négatifs, et on s'aperçoit des années après qu'il était tout le temps dopé. Attendez, il y a un problème. La lutte antidopage a été totalement inefficace. Je lui ai dit, est-ce que je peux t'emprunter de l'EPO? Il m'a dit oui, pas de problème. Il a ouvert le frigo, il a pris de l'EPO. Il était juste à côté du beurre et de la confiture. Comment l'Américain s'est-il imposé comme le parrain du Tour de France, n'hésitant pas à intimider ceux qui osaient douter de lui? Ce deuxième contrôle qui me marque par rapport à M. Armstrong, c'est vraiment cette étape au Ventoux. On regarde dans les yeux et il me dit « Never was, never will be, keep looking ». Je ne peux pas être plus clair. Je ne me suis jamais dopé. Ça n'est jamais arrivé. Est-ce que c'est clair? Devant les caméras du monde entier, on le voit en train de faire ce geste. Il faut que je la ferme. Et ça, c'est un geste utilisé dans la mafia. Parmi les victoires d'étape d'Armstrong, et il y en a eu 22 sur le Tour, nous en avons choisi une. Elle permet de comprendre comment fonctionne l'Américain. Cette étape, c'est l'Alpe d'Huez en 2001. Un classique de la grande boucle que le Texan va remporter avec une telle puissance, une telle supériorité, que ce jour-là, il va gagner son surnom, la fusée Armstrong. L'Alpe d'Huez, 21 virages où le Tour se gagne, 21 virages qui portent les noms des plus grands vainqueurs, Coppi, Hinault, Pantani et bien sûr Armstrong.
4 témoins vont nous raconter cette journée incroyable. Laurent Roux, dossard 147. Aujourd'hui, il sillonne les routes de France avec son 38 tonnes. En 2001, sur son vélo, il a cru jusqu'au bout qu'il allait gagner l'étape devant Armstrong. Un exploit qu'il n'aura fait qu'entrevoir. Au dernier moment, à 5 km de l'arrivée, il a vu fondre sur lui une fusée américaine. À 6000 km de là, aux États-Unis, l'ancien coéquipier d'Armstrong était lui aussi sur les pentes de l'Alpe d'Huez. C'est la première fois que Tyler Hamilton s'exprime à la télévision française. Il va livrer un témoignage unique sur le système de dopage mis en place à l'époque. Il s'est dopé, il s'est piqué avec Lance Armstrong. Transfusion sanguine, EPO, il a tout fait. Jean-Marie Leblanc, lui, c'était le patron du Tour. Il a régné sur la course pendant près de 20 ans. Sous sa direction, Armstrong a gagné 7 Tours de France d'affilée. Un record, aujourd'hui rayé des tablettes. C'est l'un des rares à le défendre. Pour ne pas briser ses propres rêves, il veut se souvenir du champion plutôt que du dopé. Dernier témoin, un homme qui n'était pas sur la course, il l'observait. Antoine Vaillet, surnommé Monsieur Watt dans le milieu du cyclisme. La performance d'Armstrong sur des pentes à 10%, il l'a mise en équation. Pour lui, c'est dans la montagne que l'on détecte ceux qui se dopent. À l'époque, il l'a dit, il l'a écrit, mais personne ne l'a entendu. Nous allons vous expliquer pourquoi. « 17 juillet 2001, cela fait 5h30 que le peloton tente de rattraper Laurent Roux. Scénario incroyable quand même pour Laurent Roux, il ne devait pas s'imaginer ça. Se présenter seul en tête avec près de 7 minutes d'avance au pied de l'Alpe d'Huez. Sa première victoire d'étape dans le Tour de France. Gagner l'Alpe d'Huez, il n'y a pas beaucoup de coureurs français ou... Enfin, c'est le rêve de tout coureur, gagner en haut de l'Alpe d'Huez, quoi. Ça se monte tellement vite qu'en fait, c'est quasiment un contre-la-montre de 14 km qu'il faut être capable de faire. Laurent Roux a débuté l'ascension. Surtout ne pas s'étouffer au pied, c'est là le plus difficile. Il sait qu'il est face à un fabuleux défi. Mais son rêve va s'effondrer après 190 km d'échappée en solitaire. À l'arrière du peloton, dossard numéro 1, Lance Armstrong prépare la riposte. Et cela commence par un coup de bluff. Lance Armstrong dans les dernières positions du groupe avec Roubiera à ses côtés. Lance Armstrong, bluffe-t-il ou n'est-il pas bien? On le saura en tout cas très vite. 12 ans après, le coéquipier d'Armstrong, Tyler Hamilton, se souvient encore de la stratégie de course élaborée le matin même par le champion américain. C'est un super acteur. Je me souviens très bien de cette étape. On a eu une discussion avant le départ. On a décidé qu'il allait jouer la comédie, qu'il allait jouer le coureur qui souffre. 6 minutes 10 secondes. Mais très vite, Armstrong, le souffreteux, accélère la cadence. Dans la montée de l'Alpe d'Huez, alors que Thierry... Le Texan commence par rejoindre les favoris en tête de course, juste derrière Jan Ullrich, l'Allemand, son principal adversaire. Les traces de souffrance ont bizarrement disparu. Armstrong est en forme. Laurent Roux a encore 6 minutes d'avance. Si j'ai les bons souvenirs, j'ai l'oreillette, mon directeur sportif qui me dit, l'ardoisier derrière. Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'oreillette? Mais dès le pied, on me dit que Armstrong a attaqué, mais j'ai toujours un petit espoir parce que je trouve que malgré ça, je ne m'écroule pas, quoi. Je ne m'écroule pas complètement. Et pour cause, il s'est dopé lui aussi. Laurent Roux en tête avec une avance qui décroît. Laurent Roux toujours là. En 2001, je ne prenais pas de PO parce qu'il disait que le PO était détectable, quoi. J'ai utilisé une seule substance interdite cette année-là, c'était de la testostérone.
Et j'ai fait tout mon Tour de France, je veux dire, avec seulement ça. Ça peut paraître paradoxal hein, de parler comme ça, mais oui, juste avec la prise d'une petite bille de testostérone après l'arrivée d'étape qui me permettait de récupérer beaucoup mieux. Mais pour Laurent Roux, la testostérone ne suffira pas. Accélération avec Lance Armstrong qui prend de longueur. Lance Armstrong qui vient de lâcher Jan Ullrich et Armstrong s'enfuit dans l'Alpe d'Huez. Après 5h30 d'effort, la star américaine met le turbo. Il grimpe à 22 km/h. Qu'est-ce que ça vous inspire, Armstrong, là? Une image qu'on a vue 100 fois dans d'autres Tours de France, dans d'autres étapes, à savoir qu'à un moment donné, il est costaud, il attaque, et puis rien à faire, personne ne revient. On entend les commentateurs pleins d'enthousiasme. À l'époque, on était plein d'enthousiasme, y compris moi dans la voiture, très probablement. Mais aujourd'hui, l'enthousiasme n'est plus de rigueur, quoi. Si vous voulez, enthousiasme, il n'y a plus. Admiration, il y a encore un peu, si je parle de moi. Parce que je sais ce que c'est que l'Alpe d'Huez. Et... Pour Jean-Marie Leblanc, la performance d'Armstrong ce jour-là était extraordinaire. Mais elle restait une performance sportive. Pour d'autres, au contraire, son exploit n'avait rien de naturel. Antoine Vaillé va nous le démontrer. Voilà, lance la fusée. Donc là, déjà, cet effort qui est un sprint dans une pente à 10%, on ne voit pas l'ampleur de la pente, mais elle est absolument phénoménale. Donc déjà, plus personne ne peut suivre. Non seulement Armstrong là va attaquer, mais il va attaquer avec une puissance quand même pendant 4 minutes 30 qui va flirter avec les 600 watts. 600 watts en pédalant. Antoine Vaillé utilise cette unité de mesure pour calculer la puissance développée par Armstrong. Alors ce qu'il fait à l'Alpe d'Huez, ça rentre dans les plus hauts exploits de surpuissance qui sont complètement inhumaines. Et pour démasquer celui qu'il qualifie de mutant, celui qui a échappé à tous les contrôles d'urine et de sang, Antoine Vaillé a imaginé une méthode qu'il prétend infaillible. L'ancien coureur et entraîneur s'est associé à un ingénieur en aéronautique pour la mettre au point. On connaît exactement son profil de pénétration dans l'air, on connaît les coefficients de frottement. Donc là, par rapport à la pente, par rapport à son poids, par rapport à ses coefficients aérodynamiques, une équation toute simple vous permet de savoir entre ce moment-là et puis là-haut combien de puissance il développe. Résultat de l'équation d'Antoine Vaillé, cette puissance ne peut être obtenue qu'avec des produits interdits. Reste à savoir quand et comment il s'est dopé dans ce Tour de France sans cesse plus surveillé, qui vit au rythme des contrôles et des descentes de police. Tyler Hamilton, l'ancien coéquipier d'Armstrong, va nous l'expliquer. Il va nous raconter par le menu comment se passait une soirée dite de récupération le soir à l'hôtel. Une soirée ordinaire en somme. Son témoignage est édifiant. Armstrong n'était pas le seul concerné, toute l'équipe était mise à contribution. Ils se comportaient tous comme de véritables toxicomanes qui ne craignaient qu'une seule chose, se faire prendre. On va commencer ici. Donc, on fermait tout. Très important. Là et là, comme il pouvait y avoir une caméra, on les recouvrait tout le temps, comme ça. C'est ça. C'est ça. Mais vous aviez peur de quoi? Mais c'était pas moi qui m'en occupais. C'était les médecins ou Johan Brunel. Il pouvait aussi y avoir une caméra là. Alors c'était tout le temps calfeutré. On devait faire très attention. Ça aussi, c'était recouvert. Et le téléphone, il fallait toujours l'éteindre. Toujours. Pourquoi? C'était possible que les policiers écoutent les conversations. C'est ce qu'ils nous disaient. C'était dans le règlement. On devait couper le téléphone.
Avec l'équipe américaine, une grande chambre d'hôtel se transforme en salle de shoot. On avait des chambres qui communiquaient. Kevin et moi dans celle-là, et Lance dans celle d'à côté. On avait une suite pour nous trois. Avec un brin de malice, Tyler Hamilton nous raconte le cérémonial du cintre et du tableau. Tu prends ça. Intéressant, non? Ils enlevaient ça, comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors ils mettaient la poche de sang ici, et le tuyau descendait comme ça. Combien de temps ça durait? 20 minutes. Et qui faisait les transfusions? Les médecins. 20 minutes pour se réinjecter son propre sang. 20 minutes pour devenir un mutant. Du sang neuf pour avoir plus d'oxygène, plus d'endurance. Les transfusions sanguines, interdites et indécelables, sont considérées comme le meilleur dopage à l'époque. Et ses jambes qui tournent, Bernard, ses jambes qui tournent toujours si vite dans les montées. Qu'est-ce que c'est impressionnant dans ce virage à gauche. Dans l'équipe américaine, il y avait les autotransfusions, mais ce n'est pas tout. On utilisait ça aussi. Ça ressemble à du shampoing, mais à l'intérieur, c'était de la testostérone. L'huile d'olive, comme on l'appelait. C'était de la testostérone mélangée avec de l'huile d'olive. Alors vous l'ouvrez, juste deux petites gouttes sur la langue. Quand? Après une étape sur le Tour de France. Et bien sûr, il y avait des canettes de coca, très important. Le plus important dans le coca, ce n'est pas la boisson ni même la caféine, mais la canette vide. Entre eux, ils en plaisantaient. Ils l'appelaient la canette atomique. Après une injection de PO, on mettait la seringue dans la canette et on l'écrasait. Kevin, Lance et moi, on mettait les seringues et on faisait ça. On l'a donné au médecin et il s'en débarrassait à des kilomètres de l'hôtel. Et dernière consigne, surtout bien ranger sa chambre avant de partir pour l'étape du jour. Quand on quittait l'hôtel, on faisait attention à tous les détails. Lance aurait dit en voyant ça, c'est pas normal. C'était très important que tout soit en ordre après notre passage. Et ça, c'était le travail des médecins. Allez, santé. Le dopage mode d'emploi. Et voilà le résultat. Dans le final, il ne faut pas plus de 8 km d'ascension à Lance Armstrong pour rattraper les 6 minutes de retard qu'il avait sur Laurent Roux. Visage défait, il le sent, il le sait. Armstrong est dans son dos. Armstrong va le dépasser. Sans coup férir. Vous voyez, le plus dur, ça a été là. Il ne rate même pas. Moi, j'y jette un regard pensant que... Il m'a même pas jeté un regard. Rien. Comme si j'étais pas là. Il m'a complètement ignoré. Qu'il ait un produit bien plus puissant que ce que moi j'avais accès, oui, ça fait râler, puisque quand on fait du sport pour gagner. Si j'avais pu avoir le même produit que lui il avait, j'aurais sans doute fait comme lui, je l'aurais sans doute pris également. Après plusieurs 15 d'efforts, Armstrong, sur la fin, juste en gérant sa surpuissance, son niveau de puissance est l'équivalent d'enchaîner une centaine de 400 mètres de niveau mondial en athlétisme, donc sans faiblir. Sans faiblir, Lance Armstrong gagne l'épreuve. Il est en route pour remporter son 3e Tour de France consécutif. Comme chaque vainqueur d'étape, il passe le contrôle antidopage. Résultat, négatif. Le héros malheureux de la journée, Laurent Roux, termine 7e, 4 minutes derrière l'Américain.
Ce jour de juillet 2001, les commentateurs, journalistes, responsables du Tour et même les spectateurs se sont refusés à voir ce qui crevait les yeux. L'une des plus belles arnaques du dopage de tous les temps. Car ce jour-là, Armstrong n'est pas seulement le vainqueur du Tour, c'est surtout un homme qui s'est déjà construit une légende. Armstrong, le ressuscité, est devenu un intouchable. 5 ans auparavant, loin des podiums, l'Américain, méconnaissable. 1996, il est atteint d'un cancer des testicules avec des métastases au cerveau. Opération chirurgicale et séance de chimiothérapie. En 8 mois, l'Américain va vaincre le cancer. Une guérison éclair et à la surprise générale, le voilà, de retour sur un vélo au Texas, plus conquérant que jamais. Au début, j'étais en colère, parce que le pronostic des médecins était « Vous avez toutes les chances de mourir ». Si on m'avait dit que les chances étaient de 51%, je me serais dit que j'allais survivre. Ça, c'était vraiment effrayant. L'Américain a toujours entretenu le mystère sur ses chances de guérison. En région parisienne, un médecin du sport s'est intéressé au cancer de Lance Armstrong. Jean-Pierre de Montenard connaît très bien la santé des cyclistes. Depuis 40 ans, son patient, c'est le vélo. L'historien du dopage a étudié les bilans de santé du coureur survivant. Il a eu un cancer, personne ne souhaite avoir un cancer de testicule avec des métastases. Mais il faut relativiser les choses. Le cancer de testicule, c'est le seul cancer quasiment à 100% curable. Donc il a joué un peu sur cet aspect de maladie. En fait, ça a été un formidable booster d'image. Une image qu'il va exploiter jusqu'au bout. Le phénix qui renaît de ses cendres. Son cancer devient un fonds de commerce. Lance Armstrong sait parfaitement utiliser sa guérison pour faire de lui une icône. Un filon qu'il va exploiter pendant une dizaine d'années, à grand renfort de spots de pub. L'invincible Texan. Un modèle pour toute une génération. Pour parachever son œuvre, le miraculé va même monter une fondation de lutte contre le cancer. Elle portera son nom et son espoir. En 15 ans, elle récolte 500 millions de dollars, grâce notamment au fameux bracelet jaune. Bonjour, 1 euro le petit bracelet, messieurs, dames, c'est pour aider la recherche contre le cancer, c'est pour soutenir les malades. Sur le tour, on se les arrache. En 1 an, j'ai perdu mes 2 parents d'un cancer. Alors le fait de le voir vaincre la maladie, ça m'a beaucoup aidé. Armstrong fait du prosélytisme, et même auprès des inspecteurs antidopage. Il est tellement sûr de lui. Son cancer lui sert presque de carte de visite. Moi, c'est mon premier contrôle sur le Tour de France. Il me demande, dans la conversation, peut-être au bout de 5-10 minutes, si j'ai quelqu'un de mon entourage qui est affecté par la maladie. Alors, je lui réponds que ma mère, effectivement, est en train de lutter contre un cancer. Et d'emblée, donc, il amplifie la connaissance sur ce type de cancer. Il me fait part de ses bracelets Livestrong, qu'il a pu déjà en vendre 50 millions à $1 pièce. Donc il vous offre un bracelet? Il m'en offre 20 et il me les offre en disant voilà, vous en offrirez un à votre mère. Armstrong, c'est l'antidote pour les malades du cancer et une sacrée bouffée d'oxygène pour la grande boucle qui se relève à peine de l'affaire Festina, le plus gros scandale de dopage qu'ait connu le Tour. 1998, l'image est désastreuse. Des soigneurs emprisonnés, des cyclistes en larmes et des coureurs en grève.
Un an plus tard, Armstrong, le ressuscité, a particulièrement bien choisi son moment pour prendre le départ du Tour. Il apparaît alors comme le sauveur. Et il y a ce bonhomme qui arrive, qui a vaincu le cancer, qui a une histoire extraordinaire à l'américaine, les enfants, la jolie femme, le sourire, qui vient pour le Tour du renouveau. Et qui gagne le Tour, et ça arrange bien tout le monde, puisque le public se remet à rêver, les organisateurs du Tour disent c'est le Tour du renouveau, et nous, commentateurs, et nous, journalistes, les 1200 journalistes qui suivent le Tour, se disent finalement c'est une autre époque qui commence. On est déjà cocu, on le saura plus tard. Festina n'était rien. Le train bleu US Postal et la locomotive Armstrong vont repousser les limites du possible. Les 9 facteurs à vélo vont survoler le Tour de France. Tout cela, Armstrong le doit à son travail. C'est en tout cas ce qu'il veut faire croire. La star américaine se met en scène sur les pentes de l'Alpe d'Huez en hiver. Financé par son sponsor, ce documentaire vante les secrets d'une préparation hors du commun. Armstrong joue la transparence absolue aux côtés de son entraîneur Johan Brunel. L'Américain souffre en silence et ne renonce jamais. Tu ne referais pas encore 10 km? Ok, je redescends et je remonte. S'entraîner avec un temps pareil, on ne voit jamais ça. Ce film promotionnel ne montre jamais l'autre versant de la machine Armstrong, ni les hommes qui la font tourner. Ces hommes ont tous des surnoms. Motoman, le mystérieux livreur de PO, et surtout Schumi, le docteur dopage, alias Michele Ferrari. Pour l'approcher, il faut franchir les Alpes, aller en Italie. C'est lui qui a construit toutes les victoires d'Armstrong, lui qui connaît tous ses secrets. Cet entraîneur invisible fuit les médias. Au nord de l'Italie, nous tentons de le rencontrer grâce à Marco Bonarigo, le seul journaliste à le connaître personnellement. Cet Italien s'est imposé comme le spécialiste du dopage dans le monde cycliste. Et cela ne s'invente pas, le docteur Ferrari habite Ferrara. Surnommé la ville de la bicyclette, mais surtout connu pour être le berceau du dopage. Régulièrement convoqué par les tribunaux, Michele Ferrari est directement mis en cause par l'agence antidopage américaine dans l'affaire Armstrong. Il est la pierre angulaire du système. Depuis 6 mois, l'enfant de Ferrara vit terré chez lui et refuse tout contact avec la presse. Le seul qui arrive encore à le joindre, c'est Marco Bonarigo. Allô, docteur? Oui. Je suis Marco Bonarigo. Oui, dites-moi. Je vous dérange? Non, 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 allez-y. Je voudrais vous voir, je suis à Ferrara. Pour quelle raison? J'ai des questions à vous poser. Non, vaut mieux laisser tomber. Les deux hommes se connaissent depuis 20 ans, mais leurs relations ont toujours été très tumultueuses. Vous savez, je vous ai déjà tout dit. Je vous ai pas raconté de bobards, ni de mensonges. Allez, bonne journée. C'est un homme complexe, charismatique, difficile à cerner. Un homme qui a beaucoup de secrets enfouis au plus profond de lui. Armstrong-Ferrari, Ferrari-Armstrong, le binôme le plus sulfureux de l'histoire du cyclisme. Il y a quelques mois, Marco Bonarigo a réussi à interviewer Ferrari, une première. Dans cet enregistrement, le docteur nie avoir dopé Armstrong, mais reconnaît l'existence d'un pacte secret. Il mio dovere di medico è di non prescrivere nulla che possa danneggiare la salute o che migliori artificialmente la performance. Punto. Che Armstrong abbia pagato bene, questo sicuramente sì, perché voleva
un rapporto in esclusiva con me, cioè sostanzialmente voleva che io contemporaneamente non mi occupassi di quelli che potevano essere i suoi rivali storici nel periodo del Tour. Une exclusivité qu'Armstrong a payée 1 million d'euros sur 10 ans, versés sur les comptes suisses de Ferrari. Un investissement que l'Américain entendait rentabiliser. Pour cela, il a imposé à toute son équipe le médecin italien et ses drôles de méthodes. J'ai rencontré Michele Ferrari sur l'autoroute entre Nice et Milan. Ferrari est arrivé avec son camping-car, j'étais avec Lance dans sa voiture. Et là, sur l'aire d'autoroute, on a fait un test sur un vélo stationnaire. Il a pris mon pourcentage de graisse dans le corps et il m'a fait une prise de sang. Et tout ça sur l'autoroute? Oui, oui, sur l'autoroute. Son camping-car ressemblait à un laboratoire ambulant. Il était très professionnel, pas très amical, c'était du business. Et il parlait beaucoup avec Lance. Moi, je n'étais que son équipier, un ami de Lance. Il s'est intéressé uniquement à moi parce que j'étais avec Lance. Ce curieux camping-car n'est pas une légende. Le laboratoire ambulant du docteur Ferrari est toujours stationné derrière sa maison en Italie. Impensable, mais c'est dans ce véhicule que se gagne aussi le Tour de France. Le médecin n'a jamais pris le risque de se garer sur les étapes du Tour. Depuis 20 ans, on ne l'a jamais vu sur une course de vélo. Au Luxembourg, nous avons retrouvé un autre coéquipier d'Armstrong. Benoît Joachim a suivi l'Américain pendant 9 ans dans toutes ses équipes. Dans la roue d'Armstrong, il était ce qu'on appelle un sans grade, un de ses coéquipiers qui font le boulot en silence, jusqu'au sacrifice. Il y avait un leader, donc un gars qui était désigné pour gagner le Tour de France, c'était Armstrong, et tout le reste était absolument et uniquement à son service. Donc nous on était, je veux dire, on appelle ça des domestiques, mais des domestiques vraiment dans l'ombre, et je pense que si on a un leader de l'envergure d'Armstrong, c'est logique qu'on se met absolument à 100% à son service. Il a accepté de nous montrer le suivi très scientifique qui avait été mis en place dans l'équipe US Postal. Vous voyez un exemple ici. Il y a ma cadence de pédalage. On voit que le point où il y a le plus de puissance, il se décale un petit peu. C'est des tests, je veux dire, très pointus. C'est la marque Ferrari, décortiquer le potentiel d'un coureur. Pour Benoît Joachim, le verdict du médecin a été sans appel. Trop grand, trop lourd. Joachim n'avait pas les capacités suffisantes pour bénéficier du dopage premium de l'équipe. C'est du moins ce qu'il prétend. C'est un médecin qui a l'art de se faire discret, voire même très discret, voire invisible. Et lui, en ayant des moyens, je veux dire, primitifs et vraiment pas très élaborés, il arrive, avec ses patients, ils ont arrivé à contourner les contrôles. Donc il y a énormément de chercheurs dans le monde entier qui ne sont pas capables ou qui sont moins forts ou moins bons, moins doués que Ferrari. Donc pour moi, Ferrari, c'est le génie dans l'histoire. Voilà comment Michele Ferrari est devenu incontournable dans le milieu. Selon les coureurs, il prescrirait les meilleurs produits dopants. Mais surtout avec lui, ce serait la garantie de passer entre les mailles du filet. Dans le capharnaüm de sa maison, Jean-Pierre de Montenard s'y retrouve toujours. Le médecin du sport a analysé la pharmacie dopante du docteur Ferrari. Nous sommes en 2004, tout y figure, les produits et surtout les méthodes pour déjouer facilement les contrôles. Quand vous savez que vous allez passer des contrôles à la fin d'une étape, donc vous connaissez le moment, et donc vous pouvez gérer. Donc vous faites des cures en amont du Tour de France, et pendant le Tour de France, vous faites des microdoses, et donc l'érythropoïétine devient indécelable, le PO devient indécelable grâce aux microdoses, c'est-à-dire on entretient votre niveau de globules rouges, mais ça n'apparaît plus dans les urines, et donc voilà comment on passe à travers le contrôle.
Ainsi, pendant toute sa carrière, Lance Armstrong n'a jamais été contrôlé positif à l'issue d'une étape. Quant aux 500 contrôles qu'il a subis, il se permet même de les tourner en dérision dans cette publicité. This is my body, and I can do whatever I want to it. Everybody wants to know what I'm on. What am I on? I'm on my bike, busted my ass 6 hours a day. What are you on? Les Américains d'US Postal coulent donc des jours heureux sur les routes de France. L'équipe est prudente, mais pas stressée. Dans cette vidéo inédite, c'est la première fois que l'on pénètre dans la chambre d'Armstrong sur le Tour 99, le premier qu'il va remporter. L'Américain paraît très détendu. En bon patron d'équipe, et malgré ses 28 ans, Armstrong a pensé à tout, et surtout au stock des produits dopants. L'Américain a créé le poste clé de livreur clandestin de PO. D'ailleurs, on ne dit plus EPO, mais Edgar Poe. La suite, c'est Hamilton qui la raconte. En 99, on cherchait quelqu'un qui pouvait prendre des risques. Une personne qui pourrait nous livrer de l'EPO. Donc on a réfléchi, et le meilleur plan, c'était Motoman. Il avait une bonne réserve de PO dans un thermos. Il suivait le Tour de France. Il devait être suffisamment proche de nous, mais en même temps loin des projecteurs et des caméras. Restait à trouver le bon profil. Le recrutement de Motoman se serait fait ici, sur la Côte d'Azur. À l'époque, le Texan vit dans cette villa sur les hauteurs de Nice. Et selon Tyler Hamilton, il n'a pas cherché très loin. L'homme désigné par le coéquipier d'Armstrong comme étant Motoman possède un magasin de vélo à quelques kilomètres de là. Il est aussi un excellent motard. Philippe Maire connaît bien Armstrong depuis 15 ans. Oui, il aime la moto, mais il conteste être le livreur de PO. À la base, oui, c'est Hamilton qui a sorti ça avec. Il s'est permis de citer mon nom, mais faudrait encore qu'il ait des preuves. Et moi, franchement, j'ai rien à voir avec tout ça, quoi. Je ne suis pas motoman, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. C'est parole contre parole. Souvenir de cette belle époque, cette photo prise avec Armstrong juste avant le Tour 99. Toujours selon Tyler Hamilton, Philippe Maire aurait reçu des mains d'Armstrong entre 15 et 20 000 $ pour service rendu. Avec en plus un petit cadeau, une montre de luxe. En caméra cachée, le fan de Lance paraît plus ennuyé. Je ne dis pas qu'il ment, je dis simplement que peut-être il s'avance sur des choses, sachant que c'est plus dans des recoupements et dans sa mémoire. Et est-ce qu'on vous a remis une Rolex pour service rendu? Là, il a dit une connerie, il a menti. Voilà. Sur la Rolex? Sur des détails comme ça, je peux prouver qu'il a menti. Tyler Hamilton, ici à l'image, persiste. Il a bien offert cette fameuse Rolex lors de cette fête fastueuse au musée d'Orsay, le soir de la victoire de 99. Quelque part, parmi ses invités ravis, il y avait Philippe Maire, le supposé motoman. Sur cette autre vidéo inédite, tous les acteurs du système Armstrong, épinglés par l'agence antidopage américaine. Johan Breunel, le fidèle directeur sportif, sanctionné. Le médecin Luis Del Moral, l'excité de la seringue selon les coureurs, suspendu à vie. Et Pepe Marti, l'entraîneur surnommé le facteur des produits, radié lui aussi. Armstrong et ses hommes ont régné pendant 7 ans sur le Tour de France. Une emprise qui dépassait largement le cadre du sport. Sur la grande boucle, l'Américain a su s'imposer, tel un véritable chef de clan. Il dicte ses règles, silence dans le peloton.
Ceux qui s'en sont pris au système Armstrong l'ont payé au prix fort. À 1 heure de Rome, le petit village de Sezze. Le patron de ce bar, derrière le comptoir, s'appelle Filippo Simeoni. Ancien champion d'Italie, il a subi les foudres d'Armstrong. C'était en 2004. 18e étape du Tour de France, en pleine course, en direct. Armstrong rattrape Simeoni, il a 2-3 choses à lui dire. Simeoni, client lui aussi de Michele Ferrari, a brisé l'omerta. Quelques mois plus tôt, il a témoigné contre le docteur lors d'un procès. Et ça ne passe pas. Il m'a dit « Tu as tout faux. Tu n'aurais pas dû dénoncer le docteur Ferrari et surtout pas moi. Pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai du temps, j'ai de l'argent et je peux te détruire quand je veux. Ce qui est grave, c'est que ce geste était la preuve du pouvoir de Lance Armstrong sur le Tour de France et sur l'Union cycliste internationale. Tout le monde du cyclisme savait ce que ce geste voulait dire. Simeoni disgracié, à la vue de tous. Il se fait même insulter lorsqu'il réintègre le peloton. C'était pas dans ma fonction d'aller me mêler d'une opposition entre deux coureurs. Une opposition qui n'était que sportive. Ils ne se sont pas mis sur la figure, il n'y a pas eu de scandale. Simplement, il est allé le rejoindre et il lui a parlé, mais je ne sais pas ce qu'il lui a dit. L'Américain ne sera jamais sanctionné pour son comportement antisportif. Après cet épisode, Filippo Simeoni n'a plus jamais refait le Tour de France. Il a même eu du mal à retrouver une équipe pour continuer la compétition. Il est devenu le paria du peloton. Armstrong, trop fort pour lui. C'est impossible qu'il ait fait ça tout seul. Je suis convaincu qu'il avait des soutiens importants dans le monde du vélo, auprès des organisateurs et de l'UCI. D'ailleurs, vous savez, ce coureur a même fait des dons à l'organisme chargé de le contrôler. Très généreux en effet cet Armstrong. L'Union cycliste internationale, chargée des contrôles sanguins et urinaires, a reçu de l'Américain 125 000 $. Un don pour du matériel antidopage. Un comble. Car Armstrong a des amis haut placés. Il tutoie Hein Verbruggen, le puissant patron de l'UCI. Un mariage d'intérêt entre les deux hommes. Le coureur brille sur la course, rapporte sponsors et audimat. Le président, lui, fait en sorte que l'on n'ennuie pas trop son poulain. Armstrong, c'était son coureur. Il n'y a pas tellement de sportifs qui ont eu autant, pendant plusieurs années, autant d'aura que Lance Armstrong. Donc je pense que pour la Fédération internationale de cyclisme, pour M. Verbruggen, c'était le porte-drapeau de son ambition. Hein Verbruggen, tellement puissant que l'ancienne ministre des Sports n'a jamais réussi à appliquer sur le Tour de France la loi antidopage qui porte son nom. Moi, j'ai eu des rapports très difficiles avec le président de l'UCI dès le début. Il y avait une volonté chez lui de dire bon, le cyclisme c'est l'UCI, c'est nous qui faisons le ménage chez nous. Donc il y avait cette volonté de fermer le cyclisme, de ne pas laisser d'autres structures, d'autres institutions se mêler de la lutte contre le dopage dans le cyclisme. Nous sommes allés à Lausanne, tenter de rencontrer Hein Verbruggen. Désormais président d'honneur de l'UCI, il a refusé de nous parler. Il y a 5 mois, les autres patrons du cyclisme se sont retrouvés comme dans le box des accusés lors d'une conférence de presse. L'UCI est soupçonnée d'avoir prévenu Armstrong avant des contrôles inopinés. Elle aurait même couvert un contrôle positif de l'Américain dans le Tour 99. Il aura fallu attendre 2012 et le rapport de l'agence américaine pour que l'UCI prenne son courage à deux mains et destitue son protégé. L'UCI radie à vie Armstrong et l'UCI retire ses 7 titres du Tour de France. Lance Armstrong n'a plus sa place dans le cyclisme. Depuis cette annonce, en octobre dernier, le président de l'UCI fuit les caméras. Monsieur, est-ce qu'on peut vous poser une question? Ça fait 1 mois qu'on cherche à vous joindre.
Pat McQuaid a refusé toutes nos demandes d'interview concernant les accusations graves de complicité dans le dossier Armstrong. Est-ce que vous pouvez pas nous dire 2-3 mots? Est-ce que l'UCI a couvert Armstrong? L'Irlandais comprend parfaitement le français. Il est dans les instances dirigeantes de l'UCI depuis le premier sacre d'Armstrong. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Toujours en Suisse, nous retrouvons Antoine Vaillé, le Monsieur Watt qui décortique les performances d'Armstrong. Il a eu plus de chance que nous. L'actuel patron de l'UCI a accepté de le rencontrer dans ce palace. En caméra cachée, Pat McQuaid parle de son prédécesseur Verbruggen en termes choisis. Verbruggen a fait beaucoup pour le sport, pour développer le sport. Tout ce que je vous dis est entre vous et moi. Si vous regardez toutes les décisions qu'il a prises concernant le dopage, bien entendu, vous réalisez qu'il n'était pas pour le dopage. Il ne l'a jamais encouragé. Mais il voulait d'abord protéger le sport. Autrement dit, s'il voyait qu'une de ses décisions pouvait nuire aux intérêts du sport, il ne la prenait pas. C'était sa philosophie, protéger son sport. Je ne la partage pas. Peut-être que je me trompe. Pat McQuaid se désolidarise de son prédécesseur et ami Verbruggen. Pourtant, c'est bien ce binôme qui dirige l'UCI d'une main de fer depuis 22 ans. Mais l'époque est peut-être en train de changer. Et la révolte s'organise depuis Londres, avec tous ceux qui veulent sortir du cauchemar du dopage. Ils nous ont donné rendez-vous dans cet hôtel, au fond de ce couloir, pour assister à la naissance du comité de la résistance. Autour de cette table, les lanceurs d'alerte qui depuis 10 ans tentent de faire le ménage dans le cyclisme professionnel. Journalistes, médecins, anciens coureurs, ils ont tous été un jour ou l'autre victimes ou témoins du système Armstrong. Aujourd'hui, ils voient dans la chute du parrain une nouvelle chance pour tout rebâtir. On nous avait dit que le Tour 99 serait le Tour du renouveau. Mais malheureusement, le président de l'UCI à l'époque est toujours le président d'honneur. Si on n'oblige pas Pat McQuaid et Hein Verbruggen à quitter leur poste, ça va se répéter encore et encore. 15 ans après Festina, ce groupe d'influence ne veut pas que l'affaire Armstrong ne serve à rien. Ils ont choisi Greg LeMond, le triple vainqueur du Tour, pour lancer leur appel de Londres. Avec Armstrong, le cyclisme a perdu une nouvelle bataille, mais il peut encore gagner la guerre du dopage. Je ne parle pas uniquement du cyclisme professionnel, mais aussi des licenciés qui pratiquent tous les week-ends. Ils sont des centaines de milliers dans le monde qui attendent un changement. On a vraiment besoin de trouver un vrai leader pour aller de l'avant, pour sauver ce sport que j'aime et pour réparer les dégâts. 3 mois après ce vœu pieux, les 12 apôtres d'un cyclisme propre n'ont toujours pas réussi à décapiter l'Union cycliste internationale. Bien sûr que j'en veux à l'UCI. Ils ont détruit ma carrière, ils ont détruit ma vie, et à côté de ça, on apprend aujourd'hui qu'ils ont protégé quelqu'un comme Lance Armstrong, ou du moins ils l'ont aidé dans son dopage, ils ont aidé à en faire ce qu'a été Lance Armstrong, vainqueur 7 fois du Tour de France. Je veux dire, c'est énorme les différences qu'il peut y avoir de traitement entre Lance Armstrong et moi. 2 contrôles positifs, 4 ans de suspension, et derrière, la descente aux enfers pour Laurent Roux. La drogue, la prison ferme, 10 ans avant de relever la tête. Filippo Simeoni, le paria du peloton, a encore du mal à quitter le monde du vélo. Tous les dimanches, il vient voir son fils s'entraîner. Selon lui, l'affaire Armstrong a fait des ravages jusqu'ici
dans les écoles de cyclisme. Le cyclisme de haut niveau, c'est uniquement du business. Il n'y a que les résultats sportifs qui comptent. Et ce n'est que ça qui caractérise un champion. Si les jeunes ne grandissent pas avec de vraies valeurs, tout ira à volo, comme ce qui s'est passé avec l'affaire Armstrong. La rédemption en famille, pour le repenti, la balance du système Armstrong, Tyler Hamilton. Il a menti à tout le monde pendant 10 ans avant de tout déballer. Apaisé, l'ancien dopé de haut niveau a dévoilé ce qu'Armstrong continue de taire. J'assume mes responsabilités. Personne ne m'a forcé à m'injecter de l'EPO. Je suis désolé d'avoir menti, d'avoir triché pendant tant d'années dans ce si beau sport. Je garderai à vie ces marques sur mes bras, comme des tatouages qui m'empêcheront d'oublier ce que j'ai fait. Austin, Texas, l'ancienne fierté de la ville rase les murs. Depuis ses aveux télévisés, Armstrong fait les comptes. Pas une semaine sans qu'il ne reçoive une nouvelle plainte. L'État américain lui réclame 90 millions de dollars, la totalité de sa fortune, car son sponsor, l'US Postal, était un organisme public. Reclus dans sa maison, au style provençal, Lance Armstrong prépare déjà ses mémoires. La vie d'un des plus grands dopés de l'histoire, le roman d'un tricheur. Voilà pour ce document de Romain Verlet, de Philippe Maire et d'Olivier Broutin. Et pour le compléter, je vous renvoie au livre de Tyler Hamilton, ça s'appelle « La course secrète ». Et on est bien sûr toujours ici, sur ce plateau, avec vous, Christian Prudhomme. Réaction quand même à ce film. Vous saviez tout ça? Vous découvrez ou vous Il y a un moment saisissant, c'est dans la chambre. Ouais. Très clairement, voir le luxe de précaution qui était prise, fermer les rideaux, on peut éventuellement concevoir quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, mais ensuite mettre des couvertures sur la télé, sur les miroirs, sur dire qu'il y a peut-être une caméra derrière, etc., couper les portables, le cintre, c'est absolument fou. On est dans la mafia quand même. Hein. On est au-delà du dopage, oui. On est dans un système qui a été dénoncé par l'Agence américaine antidopage, oui. Alors, vous, on l'entend dans le film, parce qu'on s'est amusé, entre guillemets, à analyser cette fameuse montée de l'Alpe d'Huez en 2001, en juillet 2001, épreuve ultime. Et vous êtes commentateur à l'époque, vous n'êtes pas encore directeur du Tour, on vous entend. C'est la première fois que je commentais le Tour pour France Télévisions. Quand vous voyez ça, c'est là que Armstrong devient la fusée Armstrong, vous vous dites quoi? Il y a un truc qui ne va pas, c'est pas normal, c'est pas possible? La suspicion, elle existe dès 99, dès la première victoire d'Armstrong. Il y a eu partout dans les journaux de la suspicion. Après, en revanche, qu'est-ce qu'il y avait comme preuve? Et évidemment, aujourd'hui, on se dit, 10 ans après ou 12 ans après, mais comment ont-ils fait pour rien voir? Mais personne n'a rien prouvé. Aucun contrôle n'était positif. Bien sûr que quand il part, d'ailleurs, j'employais à certains moments, pas dans cette montée-là, mais ensuite le terme de moulin à café, tant sa vitesse de jambe était impressionnante. Mais ça faisait quoi? Ça faisait une sorte de malaise? On regardait ça en se disant, bon, bah, je commente quelque chose qui n'est pas naturel? Au pied de l'Alpe d'Huez, quand j'ai commenté, à l'époque, je me suis dit mince, parce qu'il y avait non seulement Armstrong, mais il y avait 2 équipiers devant, et ils sont partis vraiment très très vite, comme si c'était un sprint, comme si l'arrivée était à 1000 mètres et non pas 12 km au-dessus. Alors on va parler des complicités éventuelles, mais rétrospectivement, se dire comme ça, que pendant 7 ans, vous avez été abusé par ce type, vous dites quoi? On a été mauvais, on a été crédule, on a été quoi? Se dire qu'à l'époque, les contrôles fonctionnaient certainement moins bien qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a très peu de contrôles positifs pendant toute son époque, alors que depuis, et nous sommes bien placés pour le savoir, un certain nombre de vainqueurs du Tour sont tombés pour dopage et ont été pris donc par les contrôles officiels. Hein. C'est le cas de Landy, c'est le cas de Contador, plus d'autres encore régulièrement chaque année. Ça veut dire que la machine fonctionne mieux avant, qu'elle fonctionnait assurément moins à l'époque, qu'il n'y avait pas notamment le passeport sanguin qui a permis au vélo de faire de vrais progrès. Passeport sanguin, le contrôle régulier qui a été repris par l'athlétisme, repris par le ski de fond, repris ces derniers jours par le tennis, et qui permet surtout de cibler. C'est-à-dire que les instances sportives, la Fédération internationale, l'AMA, savent très bien et peuvent suivre un athlète dans certaines disciplines, donc sur toute une partie de la saison ou de sa carrière. Alors après les aveux d'Armstrong, vous avez dit, on a eu droit à un exercice de communication millimétrée, oui, avec des réponses étudiées. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, on ne peut pas se doper comme il l'a fait pendant des années sans complicité. Je suis absolument stupéfait qu'il n'ait pas cité notamment le nom de son manager.
contrairement à ce que fait Hamilton dans le reportage qu'on vient de voir. Quand on voit Hamilton dans la chambre, on ne peut pas faire ça tout seul. D'ailleurs, il expliquait bien Hamilton, voilà, toute l'équipe, etc. Donc il y a forcément quelqu'un. Mais le manager, c'est le chef d'entreprise. C'est lui qui donne la bonne direction. Comme on dit, le poisson pourrit par la tête. Et il y a un couple manager-médecin qui fait que l'équipe va dans le bon sens ou dérive. Et à l'évidence, Armstrong, s'il avait été un tant soit peu honnête dans ses aveux, aurait dû dénoncer les gens qui étaient avec lui tout autour. Parce que la complicité, c'est l'équipe. Comme on l'avait vu avec l'équipe Festina, c'est managers, soigneurs, etc., toute l'équipe qui est autour. Mais l'UCI, l'Union cycliste internationale, Hein Verbruggen, le longtemps patron de l'UCI, c'était un ami d'Armstrong. Est-ce que c'est lui qui l'a protégé pendant toutes ces années? Ce qui n'est assurément pas normal, c'est d'accepter de l'argent d'un athlète, quel qu'il soit, qui est en pleine activité pour la lutte contre le dopage. Vous dites Armstrong a acheté la protection de l'UCI. C'est pas ce que je dis, mais en tout cas, d'une certaine manière, oui, c'est un cadeau qu'il ne fallait pas accepter, ça c'est une certitude. Et Pat McQuaid, c'est le successeur, et c'est l'actuel maintenant président de l'UCI, c'était le principal adjoint, on sait qu'il est sur la même ligne, on voit que dans le film il se défile, si je puis dire, il ne veut pas répondre. Ouais. Vous pensez que ces gens-là, ils doivent démissionner? L'image que l'on donne, Benoît, aujourd'hui d'Armstrong, qui est là une image bien réelle du passé, c'est pas le cyclisme d'aujourd'hui. Je vous dis pas qu'on est dans un monde parfait. C'est pas si vieux, hein. Je vous dis pas qu'on est dans un monde parfait. Je vous dis simplement que les choses ont déjà changé, et notamment à partir de 2008 avec le passeport sanguin. Et désormais, nous avons dans les compétitions des coureurs qui tombent. Ça ne nous amuse pas, nous, de voir le vainqueur du Tour de France qui tombe. Or, il est quand même tombé 2 fois en 5 ans. Ça veut donc dire que les contrôles fonctionnent mieux qu'avant. Bon, il y a aussi des gens, parce qu'on aime bien le vélo quand même, mine de rien. Je veux dire, on aime bien le vélo, cette compétition, elle est très exigeante, elle est incroyable, c'est sans doute le sport le plus dur qui existe. Mais certains se disent, mais peut-être qu'on demande trop aux gens, peut-être que les épreuves sont trop difficiles, peut-être que les étapes sont trop longues, peut-être que forcément c'est inhumain et que ça pousse à chercher des méthodes inhumaines pour y arriver. Vous savez, Benoît, c'est pas un parcours qui fait qu'on se dope pour gagner, pour être le premier. Après Festina, le Tour a été réduit de 1000 km. Magnifique succès. C'est pas la distance qui fait ça. Et la difficulté du Tour, elle est plutôt inférieure à ce qui se faisait autrefois. Donc le problème n'est pas là. Le problème, il dépend de la volonté ou pas de tricher pour être le premier, tout simplement. C'était beaucoup d'argent, Armstrong aussi. Est-ce que c'est ça aussi qui a, pas seulement les légendes du cancer, mais aussi l'argent qu'il rapportait, les annonceurs, l'ouverture sur le marché américain, etc., qui faisait que, bon, fallait pas trop le déranger non plus. Ça a joué. Il vous a rapporté beaucoup d'argent. Non, bien sûr que non. Comment ça, non? Quelque chose très... Non, le contrat il y avait un contrat avec ABC, par exemple, qui date d'avant Armstrong, qui existait 99 et 2000, mais qui avait été signé avant. Il y avait bien sûr le marché américain. Nike, c'était signé avant lui. Donc les contrats existaient déjà. Et avoir une star américaine qui gagne le Tour, c'était pas un plus pour vendre l'épreuve à travers le monde, pour attirer de nouveaux sponsors, pour attirer de nouveaux médias? La plupart de nos partenaires sont français. Bien sûr qu'avoir un Américain ou un Australien ou un Kenyan demain ou un Chinois qui gagne le Tour, c'est plutôt valorisant. Maintenant, les contrats que nous avions avec la télé américaine, ils étaient plus importants avant Armstrong et après Armstrong aujourd'hui avec NBC. Et Nike, nous l'avions déjà avant et nous ne l'avons plus aujourd'hui. C'est que c'est pas lié. Qu'est-ce qui fait l'audience de ces dernières années, les meilleures audiences? C'est quand Thomas Voeckler est 10 jours en jaune, avec 40% de part de marché sur France Télévisions. Donc c'est ça qui intéresse d'abord. Si moi, je ne comprenais pas que l'ennemi numéro 1 du cyclisme et du Tour de France, c'était le dopage, je serais fou. Combien de fois avons-nous pu, ou ai-je pu, dans des réunions avec les directeurs sportifs, avec les managers, leur dire « arrêtez de tricher, arrêtez de tricher, arrêtez de tricher », avant le Tour de France, avant Paris-Nice, il y a 3 semaines encore, sans cesse. Et parfois, on se dit « oui, on pisse dans un violon », parce que vous avez ceux qui entendent encore le discours et le sermon du père Prudhomme, qui l'ont entendu 20 fois, qui se disent « ça va, nous on triche pas ». Et puis vous avez des irréductibles qui n'ont même pas peur de la police ou de la gendarmerie. Encore aujourd'hui. Il y en a peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y en avait à l'époque. Le départ du Tour en Corse, dans votre voiture, à suivre les coureurs, vous direz quoi? Je suis en train de suivre... Non. Il y a combien de dopés parmi les gens que je suis dans ce plus de sérénité. Mais en revanche, bien sûr que le message, et surtout après les révélations Armstrong de l'hiver, il sera naturellement saisissez la chance qui vous est offerte, respectez le Tour, respectez votre sport, respectez-nous. Merci beaucoup. Merci Christian Prudhomme. Et on espère que ce Tour, évidemment, sera un Tour du renouveau, comme on dit toujours. Maintenant, quasiment il sera un peu plus serein. Et qu'on ne le réduira pas à ces affaires-là, même si elles existent, hélas. Bon, et ça démarre en Corse. 29 juin, exceptionnellement, Porto Vecchio, 3 Bastia, saisons, Bastia, enfin 3 étapes. Calvi.
Ce sera magnifique. Magnifique île de beauté. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission. Merci à Michel Fine, à Thomas Auro, à Joël Bruandé à la rédaction en chef. Merci à Lorraine Servant à la préparation des plateaux et Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, eh bien, vous retrouverez des paroles et des actes avec David Pujadas. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines. Là, on parlera des hommes, pas ceux qui sont à vélo. Pardon, on parlera des hommes qui ont quelquefois du mal à se situer vis-à-vis des femmes. Voilà, mais la soirée n'est pas finie. Je vous laisse avec le grand public et Aïda Touiri. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.